de football camerounais, en la personne de Emmanuel, Emmanuel Koundé, ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Pendant que le Cameroun se prépare à célébrer dans 4 jours seulement la 53e édition de la fête de l'unité nationale autour d'une thématique assez intéressante, armée et nation unie pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette 5e et dernière édition de votre programme Le Grand Soir. Le Grand Soir, c'est de lundi à vendredi, 17h, 18h52 minutes. Une émission qui traite donc de tous les sujets d'actualité. Aujourd'hui encore, nous avons un plateau trié, un plateau assez équilibré avec lequel justement nous marquerons un temps d'arrêt sur la préservation de l'unité nationale, voire la pérennité bien sûr de l'unité nationale. Alors nous allons tout de suite et maintenant découvrir notre panel du vendredi soir, constitué justement de directeurs publication, constitué de journalistes, d'hommes politiques qui sauront véritablement nous apporter leur avis sur la question du jour, parce que oui, après la mise en bouche, nous aurons donc la possibilité, n'est-ce pas, de parler d'unité nationale, l'unité nationale actuelle, où en est-on, et puis nous verrons quels sont les obstacles et les freins à l'unité nationale et surtout quelles actions ou quelques solutions, n'est-ce pas, pour préserver l'unité nationale du Cameroun. Alors pour commencer, on va peut-être aller à la gauche. À la gauche, c'est un visage que vous connaissez très bien. Vous avez hâte de le découvrir. Merci d'ailleurs à lui d'avoir accepté notre invitation. C'est un analyste socio-politique, Patrick Asiga. Bien le bonsoir et surtout bienvenue sur notre plateau de Grand Soir. Bonsoir, bonsoir Viviane, bonsoir à tous mes co-discutants de cet après-midi, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir au top management bien sûr et à l'équipe technique qui nous met dans les conditions de travail. C'est toujours un honneur, un plaisir, parce que à chaque fois Info TV me fait l'honneur de partager le plateau avec vous. Merci. Alors, Patrick Asiga, vous êtes sociopolitique. Tout à fait. Et comment est-ce que vous analysez, en tant que justement, ou alors sur le plan sociopolitique, le drame de Ngouaï-Kélé? Vous savez, à un certain moment, il n'y a pas seulement que le drame de Ngouaï-Kélé qui aujourd'hui devrait interpeller les Camerounais dans leur entièreté. Nous avons également plusieurs autres drames. Nous avons des féminicides qui n'en finissent pas. Nous avons des infanticides aujourd'hui. On ne saurait même plus... Il faudrait comprendre une chose. La criminalité est en train de faire son nid au Cameroun et cela devrait interpeller tout le monde, tant les acteurs politiques, les acteurs économiques et même les acteurs de la société civile. Il est temps que nous touchions du doigt et que nous disions non à ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Un homme normalement constitué ne ferait pas ce qui s'est passé du côté de Ngouaï-Kélé. Un enfant de 6 ans qui n'a pas demandé à naître, mais qui s'est retrouvé dans les bras de ceux-là qui estiment avoir le plein pouvoir de vie sur les autres. C'est tellement dramatique et à la limite, nous ne pouvons qu'interpeller les pouvoirs publics à ce que l'impunité qui est en train de s'installer dans notre pays face à certains actes, que cette impunité cesse. Aucun pays au monde ne saurait évoluer avec un rythme d'impunité tel que nous le voyons aujourd'hui. Souvenez-vous de la jeune dame qui avait été également froidement assassinée par son conjoint, oui. Et que... L'enseignante. Oui, tout à fait. Et que au moment où la justice est saisie de l'affaire, ça fait la une de tous les journaux. On s'est rendu compte que la punition qui a été attribuée à ces derniers n'était pas proportionnelle à l'acte posé. Il faudrait au moins à un moment donné que les sanctions véritables aillent à l'endroit de tous ceux qui commettent ces actes pour que cela serve d'exemple à tous ceux qui s'imagineraient un jour poser des actes pareils sur des citoyens qui ne demandent qu'à vivre. Et autre chose, nous avons une certaine propension
des drogues fortes dans notre pays, au bout des rues, dans les établissements scolaires, un peu partout, se laisser aller à la consommation de la drogue nous fait vivre aujourd'hui les conséquences d'un citoyen qui n'a plus le contrôle sur lui, qui peut poser des actes ignobles pour plus tard finir par regretter. Souvenez-vous que pour le cas de Ngouaikele, l'infortuné fait semblant aujourd'hui de ne pas retrouver la mémoire, ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est des situations que nous devons dès le bas âge, que l'État du Cameroun doit prendre bras le corps pour pouvoir constituer une société responsable. À un certain moment, vous vous souvenez que dans les établissements scolaires, c'était devenu l'apanage où des élèves venaient avec des couteaux pour en découdre tant avec leurs camarades qu'avec leurs enseignants. À partir de cet instant-là, on peut comprendre. Et quand vous allez analyser, vous allez vous rendre compte que tous agissent sous l'effet des stupéfiants. Alors, si le problème a déjà été posé comme tel, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aller vers des solutions? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aller vers des interdictions de vente des débits de boissons à tout point de la rue? Pourquoi nous ne pouvons pas aller vers des interdictions de vente de certains stupéfiants que nous voyons en bordure de rue? C'est à ce niveau-là que nous interpellons bel et bien l'État du Cameroun, qui est cet État, qui est l'État régalien de tout ce que consomment les Camerounais, pour lui dire, nous sommes en train d'aller dans les abîmes avec des situations que nous vivons au quotidien. Jusqu'à quand cela devrait nous interpeller, et aux voisins et maintenant à la société, aux populations même. Vous ne pouvez pas vivre au quotidien avec celui-là qui a une réputation d'être un agresseur, d'être celui-là qui braque, qui fait tout ce qui est mauvais, mais vous le couvrez. Il est temps que la dénonciation prenne place. Il est temps que les voisins essayent d'agir. Lorsque un enfant est martyrisé chez ton voisin, il faudrait être en mesure de dénoncer. Il faudrait qu'on se sente être tous impliqués dans la gestion des règles de la société, dans la gestion de la paix sociale, en dénonçant, mais pourvu donc qu'une fois dénoncé, que les pouvoirs publics qui sont en charge puissent se saisir de l'affaire afin de faciliter et afin d'encourager les uns les autres à continuer de dénoncer. Merci beaucoup pour votre intervention s'agissant de ce cas, ce drame du côté de Ngouaikele, ce drame qui laisse tout le monde inquiet, tout le monde assez meurtri. Personne ne comprend jusqu'ici comment est-ce qu'un humain, un homme doté de tous ses sens arrive à poser un acte pareil. Nous poursuivons donc avec notre second invité sur ce plateau. Il est également parmi nous, à ma droite, confortablement installé. Lui, c'est Guy Hervé Fongan, DP, directeur de publication de Politique Hebdo. Bien le bonsoir et bienvenue sur Le Grand Soir. Bonsoir Yann Andrea et merci pour l'honneur et l'amitié. Bonsoir surtout aux nombreux lecteurs de par le monde qui lisent et qui soutiennent la presse, qui ont compris que la presse n'est plus un quatrième pouvoir, mais il y a depuis quelque temps un contre-pouvoir. Aujourd'hui, ils peuvent aussi lire désormais le journal de Politique Hebdo. D'ailleurs, je vous ai ramené un exemplaire qui est très prisé ces jours-ci, qui parle d'une gestion appropriée. Très prisé. Très prisé, parce que cet exemplaire, justement, parle de la solution 25. Dans quelques moments, on va aborder la question de l'unité nationale. C'est une solution 25 qui permet de gérer de manière efficiente l'après-DIA, sans qu'il y ait d'éclats de voix et de grincements dedans. C'est une solution qui, pour certains, est la plus crédible. Donc, ils peuvent désormais nous lire en kiosque et sur Internet. Donc, que vous soyez sur la terre, au ciel et dans la mer, vous êtes adapté au digital. Absolument. Magnifique. Et justement, vous faites bien de parler de Politique Hebdo, qui est donc votre journal. Comment se porte donc ce journal à quelques jours, j'ai envie de dire à 4 mois, voilà, 4 mois des prochaines élections présidentielles au Cameroun? J'ai du mal à résister à la tentation de ne pas dire un mot sur le drame de Ngouaikele. Bien sûr. Oui, c'est un drame, de 2 phrases pour dire que c'est un drame national qui nous concerne tous. C'est la faute de la société qui a laissé prospérer cet état de choses. Certaines indiscrétions laissent savoir que le fameux Blake n'était pas son premier forfait.
qu'il était quelqu'un qui a souvent sémé la terreur autour de lui et que les gens ont laissé prospérer faire ça autour. Ça veut dire que tous sont aussi responsables de la disparition du jeune Mathis. Quand c'est comme une femme, vous dites très souvent, quand vous avez reçu la première gifle de votre époux, il est important de remettre les pendules à l'heure et de recadrer les choses. Tant que vous laissez faire, évidemment, les choses vont s'empirer et aller de mal en pire. Mais dites-moi, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer donc de ce drame de Boikele? La première leçon, c'est qu'il faut que la société prenne ses responsabilités aussi. Que les gens arrêtent de camoufler et de protéger certains garnements. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre qu'un être normalement constitué puisse vivre parmi les humains. Ce n'est rien d'autre qu'un garnement. Ils doivent rapidement être extraits de la société. La première leçon, les gens autour d'eux doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent s'auto-protéger eux-mêmes avant d'attendre que la justice fasse le reste. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui a des habitudes pas très catholiques et qui commet des forfaits régulièrement et que vous le couvriez, eh bien, ce ne sera plus Mathis demain, ce sera un de vos enfants ou l'enfant d'un de vos proches. Eh bien, apprenons autour de nous à mettre hors d'état de nuit les gens qui polluent la société. Dénoncer, à dénoncer déjà, parce qu'il faudrait d'abord dénoncer pour qu'on puisse la deuxième chose à faire, mettre hors d'état de nuit. La deuxième leçon qu'il faut tirer, et je pense qu'il faut rapidement réhabiliter la peine de mort. Parce que c'est irrationnel ce qu'on a vécu là, c'est totalement, on tombe des nues quand on écoute le déroulé de la scène. Quand un monsieur sort d'un bar, rentre chez lui, prend un poignard. Aussi long, un enfant. Il y a scène autant de coups de poignard. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Un enfant de 6 ans quand même, on se pose des questions. Je suis ceux qui pensent qu'il faut rapidement réhabiliter la peine de mort pour que ce type d'attitude, plus jamais ça. Et que parce que la prison, pour moi, ne sera pas suffisante pour punir ce type de comportement-là. Il faut que les gens comprennent qu'il faut rapidement les mettre hors d'état de nuit et réhabiliter. Je milite pour qu'on réhabilite la peine de mort pour ce type de garnement en société. Troisième leçon, c'est très important de le dire, il n'y a pas de responsabilité au faciès, ou alors on n'est pas héréditaire. Personne n'est responsable d'un crime ou d'un forfait commis par son parent. Donc, l'idole a eu le malheur d'être la fille de ce monsieur. Elle ne saurait être la victime collatérale et subir toutes ces levées de bois vert qu'on observe aujourd'hui autour d'elle. Je pense qu'il est important que les responsabilités soient clairement établies et que celui qui est pénalement responsable de cet acte soit puni avec toute la sévérité qu'il faut, que chacun porte sa croix et qu'on n'estime pas que le seul crime de l'idole, c'est d'être la fille d'un criminel. On va le dire ainsi, parce qu'on a pris en flagrant délit. Et on ne saurait... Elle a d'ailleurs dû annuler ses concerts qui étaient prévus le 23. Enfin, pas annuler, la reporter. Elle a reporté. Bon, oui, reporter ultérieurement, on ne sait pas... Oui, le temps de faire le deuil. Je pense qu'il est important qu'on la laisse un peu tranquille, que chacun porte sa croix et que ce gouvernement soit sévèrement puni. Oui, si vous permettez un peu, à ce niveau-là, pour faire comprendre que si on venait même à pousser l'analyse un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que l'idole a certainement vécu dans cet environnement de peur. Et de violence. Et de violence. Au point où dénoncer même son propre parent, elle-même, elle se retrouvait toujours en danger. D'accord. Donc, était prise en otage. Était prise en otage. Donc, lui faire le reproche aujourd'hui de n'avoir pas dénoncé son père lors des crimes précédents, est-ce qu'elle-même elle était protégée? Est-ce qu'elle-même elle était assurée que si jamais elle venait à le faire, ce bourreau n'allait pas se retourner contre elle? On sait pas à ce niveau, ce que vous l'ajoutez. Il faut que chacun porte sa croix, c'est tout, ce qu'on dit. D'accord. Voilà, merci beaucoup, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, que ce soit la toile, les populations sont divisées, et beaucoup pensent que, oui, elle devrait justement porter la croix aux côtés de son papa, parce que ayant donné une image de ce monsieur sur les réseaux comme étant quelqu'un de fiable, quelqu'un de bien, et d'autres se disent qu'elle ne devrait pas en être responsable parce que personne ne choisit son papa. Du coup, on est un peu embarrassé, mais de toutes les façons, cela n'efface pas l'acte qui a été posé, celui d'arracher la vie d'un innocent, d'un tout petit qui ne demandait qu'à vivre. Vous ne ferez pas le lien avec Brenda Bia, le parallèle, surtout pas.
On n'en fera pas sur ce plateau, de toutes les façons. Alors, on va poursuivre avec notre troisième invité qui nous rejoint juste à l'instant. Vous le connaissez d'ailleurs. Lui, c'est Lucien Bidima, homme politique, mais également syndicaliste. C'est un plaisir de l'avoir sur le plateau du Grand Soir. Bien le bonsoir et surtout, installez-vous confortablement. Bonsoir. C'est un plaisir quand vous nous appelez, particulièrement vous. Madame, on est très content de venir. Ah, particulièrement moi. Voilà, pourquoi particulièrement moi? Non, c'est un honneur qu'une belle femme vous appelle parmi les 30 millions de Camerounais que nous sommes. C'est tout à votre honneur. C'est pour cela que je profiterai pour peut-être pour aller dans la joie parce que j'ai trouvé l'émission commencée. De souhaiter joyeux anniversaire à Maître Robert. Pourquoi Maître Robert? Voilà un monsieur à 40 ans qui avait à peine le BTS, il a perdu son emploi, il était banquier, il décide de repartir à l'école. Il recommence en première année et quelques années plus tard, il a sa licence, il a sa maîtrise, il fait le concours des avocats, il passe. Et presque à 50 ans, 52, 53 ans, il devient un avocat. Et il est l'un des émérites avocats actuellement au Cameroun. Si je prends son exemple, c'est pour dire à la jeunesse qu'il ne faut jamais perdre d'espoir. Parce que voilà un monsieur qui a cru en lui, qui a cru en métier aujourd'hui, il est devenu l'un des meilleurs avocats. Je dis, Maître Robert, vous êtes un exemple de témérité, un exemple de confiance en soi. Et aujourd'hui, je vous dis joyeux anniversaire, il a 70 ans. Il continue à exercer. Il est en santé, il a une très jeune femme, une très jeune épouse, et ça se comprend. Alors, mais je veux dire... je souhaite bonne fête au président Paul Biya. Vous savez, dans quelques jours, il devra justement célébrer notre fête nationale. C'est quelque chose, c'est un exercice. La 53e édition. Oui, c'est un exercice qui demande beaucoup de confiance parce que tous les yeux du monde entier seront braqués au Cameroun. Je voudrais rassurer aux Camerounais qui commencent peut-être à avoir des doutes qu'effectivement le président Paul Biya y sera. Il sera avec tous les Camerounais, d'ailleurs dans la soirée. Il sera là en convivialité avec tout le monde pour rassurer qu'il est bien aux commandes. Et jusqu'à présent, au sein de notre parti, c'est lui notre candidat à l'élection présidentielle. Donc, Monsieur le Président, sachez que nous autres, nous sommes derrière vous. Il faut laisser les gens qui ont commencé à être avec le président aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, commencer à désespérer. Moi, je ne désespère pas parce que le président Biya est toute une bibliothèque, c'est un livre, c'est quelque chose que nous allons apprendre longtemps. C'est une doctrine qu'effectivement, quand vous y adhérez, vous y adhérez pour le présent et pour le futur. D'accord. Merci beaucoup d'être là. Et merci beaucoup. Bonne fête également à vous, puisque vous êtes Camerounais. Alors, on revenait donc sur ces deux situations tristes. C'est vrai qu'on aura mis en bouche déjà le décès, n'est-ce pas, de ce joueur, voilà, qui décède donc à l'âge de 68 ans, je pense, 68 ans. Oui. Voilà. Et qui nous a, oui, Koundé Emmanuel. Mais avant, on a cette situation tragique, voilà, avec la disparition tragique de cet enfant de 6 ans, le petit Mathis. Quand même, on ne saurait commencer cette émission sans que vous également puissiez donner votre avis, peut-être des leçons à tirer de ce genre d'actes barbares. Pour commencer, moi je suis un parent, j'ai un enfant. J'ai perdu un enfant qui avait 12 ans. Je ne me suis jamais remis des années plus tard. Oh, nos condoléances. Alors, ça fait pratiquement, il faut le dire, pratiquement plus de 15 ans aujourd'hui. Je continue à penser à mon enfant comme c'était hier. Donc l'acte que ce monsieur a posé est un acte qu'on ne peut pas déterminer parce que lui-même, il n'a pas su déterminer la douleur des parents de ce petit enfant. Je dis quel que soit tout ce qu'on peut être, quelles que soient les sectes, les loges, l'avancée de tel ou tel, la vie n'a pas de prix. Et je me demande toujours pourquoi on fait ça, puisque finalement ça nous amène où? Vous avez beau faire des sacrifices, vous allez beau croire peut-être même au diable ou faire quoi que ce soit, mais après, vous finissez quoi? Poussière, tout n'est que vanité. Alors, est-ce que c'est essentiel, quel que soit... Moi, j'ai entendu au niveau des réseaux sociaux, etc., on essaie de justifier cette... Mais je dis, quelles que soient les conditions, ce monsieur est condamnable. D'ailleurs, je suis arrivé ici, quand je suivais le petit frère, dit qu'il faut restaurer la peine de mort au Cameroun. Parce que vous partagez le même avis? Oui.
et je suis même plus loin, vous ne pouvez pas croire. Lui là. Bon, alors, mais c'est qui essaye un peu d'extirper sa fille. Moi, je crois que... L'artiste Lidl. Lidl, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que ce monsieur devrait aussi souffrir ici d'aventure, ce qu'on est en train de faire à sa fille. Parce que quand vous faites quelque chose à un enfant d'autrui, vous avez la progéniture, vous croyez qu'on va tout de coup conserver ou protéger votre progéniture. Alors, l'italien, quand vous avez fait du mal, quand vous avez fait du mal à un enfant d'autrui, sachez que indépendamment de vous, indépendamment des autres, indépendamment de la probité morale, de l'éthique et de tout ce qu'on peut nous dire, immédiatement on regarde votre enfant. On dit lui, qu'est-ce que lui ressent? Je suis tout à fait désolé de savoir que la petite fille n'a rien à voir, peut-être avec des agissements de son père. Et que peut-être il faut aller au-delà parce qu'il est un artiste. Mais je dis, ceux qui le disent, oui, elle n'a rien à voir, je suis d'accord. Mais elle a été tellement harcelée qu'elle a dû reporter son concert à Paris et annuler celui de la moi, à elle, moi je peux le dire, je peux comprendre, elle n'a rien à voir là-dessus. Sur le plan purement personnel de cette jeune fille, elle subit, on peut le dire. Mais cependant, comprenez ceux qui ont des enfants. Comprenez la famille. Parce qu'on se dit justement, le papa a eu une altercation avec son, je sais pas, son ami, un adulte comme lui, et il s'est levé pour aller impliquer un petit enfant qui n'avait rien à voir. Du coup, alors, mais j'ai dit, quand lui, il a fait ça, aujourd'hui, vous dites non, ne dites rien vis-à-vis de sa fille, non, elle est totalement protégée, mais attends, on dit toujours que les actes que les parents posent poursuivent les générations, peut-être même pendant 10 générations. Même dans la Bible, on en a puni. C'est grave ce que Lucien est en train de dire, hein. C'est très grave. Hein. Alors, mais j'ai dit, non, moi je dis, ce que moi je dis n'appartient que moi peut-être, parce que les gens n'ont jamais eu d'enfant. Vous allez voir quelqu'un n'a jamais perdu un enfant. Quand on en vient à me dire, et je veux vous dire quelque chose, vous venez tuer mon enfant. Moi j'en ai 8. Madame, vous tuez mon enfant. Quel que soit, si je ne peux pas vous rendre un coup, je vais prier jusqu'à la fin de mes jours pour que vous ayez le même mal. Vous aurez pu me dire que non, il faut pardonner, il faut supporter. Vous allez faire revenir mon enfant. Vous voyez ce monsieur-là, la douleur qu'il a. Parce que ce monsieur-là, ce n'est pas que lui. Cette petite enfant qui a été arraché de la vie a une famille aussi, a des gens, a des grands-parents, a des oncles. Et aujourd'hui, on se retrouve à perdre un enfant de 6 ans et qu'on en vienne à justifier que non, cet acte-là ne concerne que son père. Donc, quand tu poses un acte, ça te concerne et ça concerne ta génération. D'accord. Merci beaucoup pour votre première. Vous savez, c'est pas le débat. C'est pas le débat, s'il vous plaît. C'est 2 phrases pour dire qu'aucun enfant ne peut être responsable des actes de son père. Non, tout comme dans la Bible, on le dit. Vous allez voir sûrement. Non, même dans la Bible, on le dit. Vous allez voir. Tout comme aucun père ne peut être responsable des actes de son enfant. Je suis avec une question pour Lucien. Est-ce que Brenda Biya peut être responsable des actes de son père? Est-ce que son père peut être responsable des actes posés par sa fille? Attends, mais je vous dis quelque chose. En tant que parent, voilà. En tant que parent, vous assumez indépendamment de vous l'éducation de votre enfant. Voilà, donc il est comptable des actes posés. Non, je ne prends pas, ne venez pas à prendre l'exemple de Paul Biya. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre votre propre exemple? Pourquoi c'est Paul Biya? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre l'autre? Pourquoi c'est Brenda? Pourquoi c'est Paul Biya? Prends l'exemple de la personne qui a tué la femme. On va rester sur l'exemple là parce que... Pourquoi c'est Paul Biya? Pourquoi c'est Paul Biya? Prenez votre exemple si vous êtes un parent. Vous pouvez être content que vous êtes un parent, vous avez perdu votre enfant. Et qu'on en vienne à vous dire que non, parce que vous avez perdu votre enfant, vous devez rester comme ça. Quelqu'un votre enfant. C'est moi qu'on a puni. Je dis même dans la Bible. On me punit. Dans la Bible, quand vous avez posé un acte, vous en subissez jusqu'à vous. Mais moi pas mon enfant. Mais c'est comme ça. Donc vous n'avez pas à mettre Paul Biya là-dedans. Pourquoi vous prenez l'exemple de Paul Biya? C'est un parent et un enfant. Mais pourquoi Paul Biya? Parce qu'il est parent. Ils ont 40 millions de parents. Pourquoi vous ne prenez pas votre propre exemple? Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple d'une autre personne? Paul Biya voit quoi là-dedans? Il a voit quoi ici? Il est parent. Vous n'avez pas un enfant? Il est parent. Mais prenez l'exemple de votre enfant. Si je pose un acte, moi, j'assume. Mais j'ai dit, votre enfant assumera, d'autant plus que vous tuez un enfant d'autrui et vous êtes content que votre enfant soit idem, qu'on regarde comment. Il n'a rien fait. Mais monsieur, mais alors l'acte que vous avez posé immédiatement entraîne des répercussions sur votre enfant. D'accord, merci beaucoup. On va poursuivre donc avec l'émission. C'était la présentation du panel. On attend encore le 4e invité. On comprend que ce soit un sujet qui touche tellement, parce que quand on se met dans la peau du parent, on peut ne pas se retenir à un moment donné. Moi également, en tant que maman, je vous assure que cette histoire me fait encore très mal, rien qu'à imaginer la scène.
voir, hein, quand on essaie de décrire voir cet enfant qui a tenu, il s'est battu, il a dit tonton arrive, tu me fais mal, tu me blesses. Ça touche énormément. Mais on espère tout simplement que la justice saura donc. Et vous justifiez l'exemple d'un satanisme? Oui. C'est incroyable ça. On va laisser la venir mêler Paul Biya dans ça. Paul Biya a tué quelqu'un. Paul Biya a pris le couteau, allait tuer la femme. Lui aussi, il a proposé que la femme c'est très grave. Il a proposé que la femme Non, mais je dis, l'exemple qui donne vis-à-vis de Paul Biya est très mal tenu. Et nous, parce que nous sommes dans une chaîne de télévision très très sérieuse et je ne voudrais pas que ça se rapporte à vous. Parce que ne venez pas dire Paul Biya n'a jamais pris le couteau et tué un enfant d'autrui. Ne venez pas donner ça de Paul Biya. Pourquoi vous avez pris son exemple? C'est bon, merci beaucoup. Merci. Nous attendons donc. C'est un exemple très mal placé. Merci, s'il vous plaît, respectez. Et je crois qu'il faut retirer ça. Oui, on va se calmer. Je dis qu'il faut le retirer. Merci. Il faut retirer l'exemple de Paul Biya là-dedans. Paul Biya n'a jamais tué l'enfant de tout ça. J'ai dit retirer l'exemple de Paul Biya. Lucien. Retirer l'exemple de Paul Biya. Lucien. Je dis retirer. C'est ça. Lucien, monsieur Fongan. Alors nous attendons donc notre quatrième invité qui est nul autre que l'honorable Koupit Adamo. Il va nous rejoindre certainement dans les embouteillages avec les entraînements du défilé. Mesdames, messieurs, vous avez donc découvert le panel de ce matin. On va donc poursuivre avec cette première partie de l'émission. C'est une mise en bouche, hein, comme je vous l'ai tantôt dit, le capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun. Voilà, la légende du football camerounaise est décédée ce jour à l'âge de 68 ans seulement. Le Cameroun qui perd donc l'un de ses plus grands joueurs, comme je l'ai dit, ancien voilà, capitaine de l'équipe des Lions indomptables, Emmanuel Koundé, avec ses 127 sélections entre 1979 et 1992. C'est donc une légende. Ce que je vous propose tout de suite et maintenant, c'est d'écouter cette biographie qui nous permettra à tous de mieux le connaître. Alors, qui était Emmanuel Koundé, né le 15 juillet 1956 à Ndom. Il décède à l'âge de 68 ans. Il a joué à l'équipe nationale du Cameroun de 1979 à 1992 avec les Lions indomptables. Il a disputé 127 matchs pour 15 buts inscrits. Capitaine des Lions indomptables. Il a remporté avec le Cameroun 2 Coupes d'Afrique des Nations et a participé à une Coupe du Monde. Parcours comme joueur au niveau national, il a joué à Bankomo Club, Tempête de Nanga et Boko, Olympique de Mvolier, Prévoyance de Yaoundé et Canon de Yaoundé au niveau international également. Il a évolué au stade de Lavallois et au stade de Reims du côté de la France. Parcours comme entraîneur également. Il a été entre 1997 et 1998 à Canon de Yaoundé. En 1999 jusqu'en 2000, voilà, US Bitam, puis PWD de Bamenda, 2001 à 2006, US Bitam comme entraîneur, puis directeur technique en 2006. Donc voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Parlons de la biographie de Koundé, voilà, de Emmanuel, justement, Koundé, qui nous a quittés aujourd'hui même. Je rappelle, nous sommes le 16 mai 2025. Alors, pour ceux-là qui ne l'ont pas connu, véritablement, qui ne se retrouvent pas malgré la biographie, je vais vous proposer de prendre cet élément, justement, où Koundé parlait donc de l'amour que les Camerounais avaient pour le football. Regardons, cet élément se retrouve juste derrière. Bonsoir, c'est avec tristesse que j'ai appris ce matin le décès de mon grand frère, mon ami, mon cochambrier, Emmanuel Koundé, avec qui j'ai partagé beaucoup de souvenirs. Déjà cochambrier en Coupe d'Afrique au Sénégal, cochambrier en Coupe du Monde en 90. Donc je garde en lui beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes. Nous étions proches. Tout simplement, non seulement parce que moi j'habitais Mimboman, il habitait à Mambo, mais aussi par sa nature quelqu'un de calme et de posé. Donc il y a quelques jours encore, nous étions du côté de Mayo Darlé, nous étions du côté de Ndiki, à la dot de ma petite fille. Et... Boum, ça frappe le mur. Non, c'est vrai. Ça c'est les singes, ça c'est les animaux. Ils sortaient un à un, ils sont sortis. Ils ont laissé les vestiaires. Et quand ça dit pour aller au stade.
Donc, j'avais mon ami, Boulou Chaya, comme il jouait à Nantes. Boulou Chaya avait vu un côté, moi, il me dit pourquoi vous êtes nerveux comme ça là? Il dit, non, on n'est pas nerveux. C'est notre façon de se chauffer. Ça, c'est même, on n'a même rien fait là, parce qu'on vous respecte. Parce qu'on respecte l'Argentine. Vraiment, on n'a rien fait. Hein. Je dis, votre pays est beaucoup aimé au Cameroun, tout. Là, on n'a rien fait. On a fait notre. Mais, d'habitude, mais c'est. On vole là, on fait des trucs comme les karatékas, tout ça. Vous avez dit, avant tu comme ça là. Et c'est vrai que tu vas sur le terrain, tu dis sur le terrain, je ne sais pas. Si vous allez mourir là, ça va aller mourir. Mais si vous voulez nous choquer là, on va vous choquer. Et c'est pas la donne que choquer. Quand comme ça fait, c'est jongler. Il nous a choqué, on a dit, bon, ok, tu vas jongler là-bas. Tu vas jouer avec les épaules là-bas. C'est-à-dire que si Feu Benjo avait pris Kanigia là. Si le prenait même bien, il avait même cassé, il fallait qu'il casse. C'est bien dire. Quelqu'un a 15 minutes après, il ne fait que courir comme ça. Il faut aller au. C'est là où il a confirmé que c'est les gens qui prenaient souvent la drogue. Ah ouais, oui. Le gars fait un débarrage du centre. Et balle au pied, hein? Balle au pied. Mais il court. Ben je vais dire ok. Je vais le trouver ici, on va dire. Il a raté d'abord, raté Kana. Il a d'abord raté Benetti. Il a raté. Il est bien fait, Kana le rate aussi. Bon, je vais dire bon, ok. Si Benjo ne prenait pas, c'était lui. Benjo dit que bon, comme tu as traversé 3 fonctions, ça. Boum! Ça frappe au milieu. Voilà. Non, c'est vrai. Ça, c'est les singes, là, c'est les animaux. Ils sortaient un à un. Ils sont sortis. Voilà, de retour sur le plateau. Hein. Là, c'était plutôt un moment d'échange entre anciens lions et légendes du football camerounais. Vous avez certainement reconnu certains d'entre eux tout à l'heure. Le temps pour la diffusion, justement, de caler l'autre élément où on peut voir, justement, Koundé s'exprimer sur l'amour que les Camerounais ont pour le football. Et par la suite, on aura également la possibilité de prendre tout à l'heure la réaction à chaud de l'un de ses confrères, l'un de ses cochambriers, j'ai envie de le dire ainsi, avec qui justement il a joué dans les années passées, pour rappeler justement que c'était donc un rassembleur, que c'était un leader, c'était quelqu'un qui aimait justement se faire entourer et voir les gens réunis, les gens unis, comme le dit si bien cette phrase, le football unit les peuples. Alors si c'est prêt, on va y aller avec cet autre élément qui va donc nous permettre cette fois-ci de voir encore Koundé. Voilà, peut-être après. Alors, allons-y donc avec cet autre élément. On a eu justement la possibilité de contacter voilà, l'un de ses coéquipiers, comme je l'ai annoncé, son cochambrier, un ami, un frère qui aujourd'hui se sont touchés, se sont véritablement meurtris par ce décès. Il s'agit de Mabouan Kessak, lui également ancien lion indomptable du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, c'est avec tristesse que j'ai appris ce matin le décès de mon grand frère, mon ami, mon cochambrier, Emmanuel Koundé, avec qui j'ai partagé beaucoup de souvenirs. Déjà cochambrier en Coupe d'Afrique au Sénégal, cochambrier en Coupe du Monde en 90. Donc, je garde en lui beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes. Nous étions proches. Tout simplement, non seulement parce que moi j'habitais Miboman, il habitait à Mambo, mais aussi par sa nature, quelqu'un de calme et de posé. Donc il y a quelques jours encore, nous étions du côté de Mao Darlé, nous étions du côté de Ndiki, à la dot de ma petite fille. Et samedi dernier encore, nous étions au stade voir Fortuna qui jouait un match de foot. Et après, je l'ai déposé chez lui. Et le lendemain, nous nous sommes retrouvés à Oja pour un match amical de la Fédération camerounaise de football où il a fait plein de photos. Et par sa modestie, je l'ai ramené et à quelques mètres de sa maison, il m'a dit je peux rentrer à pied tranquillement. Donc, je peux parler de lui
parler de lui au passé maintenant c'est un peu difficile, mais je pense que nous avons eu à partager des plus bons moments de ma carrière et de sa carrière pendant la Coupe du Monde 90. Et à samedi dernier encore, on parlait de son pénalty contre l'Angleterre et le pénalty raté aussi contre la Côte d'Ivoire, parce que je l'ai chambré en disant que tu as raté le pénalty contre la Côte d'Ivoire en 80. Il m'a dit c'est le seul que j'ai raté. Et pour tirer un pénalty, c'est beaucoup de pression. Et je pense qu'il a accompli son devoir sur la terre et que le Dieu Tout-Puissant lui a accordé sa grâce. Il a toujours été un joueur exemplaire. Jamais de problème, jamais dans les discussions, jamais dans les disputes. Et puis, quelqu'un dans sa famille aussi, quelqu'un de posé. Je pense qu'il est mort comme il a vécu, dans la tranquillité, il part. Donc, je pense que nous devons lui réserver des obsèques, des grands obsèques, que qu'on n'oublie pas sa famille aussi. C'est quelqu'un, on doit me manquer des mots pour qualifier M. Koundé, grand frère Koundé. Je pense qu'il repose en paix. Que les Lions indomptables du Cameroun perdent un grand homme, puisqu'il a été capitaine, il a été de toutes les campagnes et des grandes campagnes des Lions indomptables. Donc je pense que dans les jours qui viennent, nous aurons le programme pour l'accompagner avec toute la grandeur qu'il faut, toute la grandeur. Vous savez que les Camerounais aiment bien le football. Et c'est pour cela que partout où vous passez pendant les vacances, vous trouverez toujours des jeunes en train de jouer. Et je pense qu'il faut passer par là parce que c'est peut-être dans les quartiers qu'on trouvera un prochain Roger Mila, s'il ne se succède pas lui-même. Voilà, vous l'avez écouté par vous-même, hein. Les Camerounais aiment beaucoup le football. Vous avez donc pu voir Koundé Emmanuel s'exprimer. Mais avant, on a pu écouter également son co-chambrier, son ami, son frère, avec qui justement il a joué au football, voilà, qui s'est exprimé et qui nous a rappelé quelques beaux souvenirs. Alors sur le plateau, on a voilà nos invités, notre panel, voilà avec nous, qui va certainement également nous dire un mot justement, parce que la mise en bouche nous permettra donc de poser la question, celle de savoir quels souvenirs les Camerounais gardent-ils de Koundé Emmanuel. Alors je vais commencer par vous, Lucien Bidima. Une question, est-ce que, voilà, quel souvenir pour vous, les anciens, n'est-ce pas, de l'ex-capitaine des Lions indomptables, parce que vous êtes un ancien quand même. Vous n'êtes pas un ancien? Non, il faut commencer par dire les condoléances qui sont les nôtres à la famille si durement éprouvée et puis à la famille de football. Vous le faites bien si bien de dire, moi j'ai suivi Koundé. À Yaoundé, il y avait deux clubs, il y avait le Canon et il y avait le Tonnerre. Et moi j'étais supporter de Canon. Et Koundé Emmanuel était un modèle. Quand on partait au match, tout le monde souhaitait, même à la dernière minute, un coup franc. Parce qu'il était spécialiste de coup franc et spécialiste de tir au but. On dit qu'il n'a jamais raté de pénalty. Il n'a jamais raté de pénalty, oui, il n'a jamais raté de pénalty. D'ailleurs, même quand, lorsque le gardien prenait le ballon le propulsait au niveau des goals. Parce qu'il tirait avec une telle force qui était telle que... Il avait beaucoup d'énergie. Oui, il avait beaucoup d'énergie. Alors, aujourd'hui, mais ce qui m'attriste, c'est... Peut-être qu'à un moment donné, vous allez faire un reportage là-dessus pour voir les derniers moments de Koundé Emmanuel. Est-ce qu'il a vécu de son art? Est-ce que tout au moins l'organe faîtier qui s'occupe du football, je ne voudrais pas relancer un débat de quoi que ce soit aussi ici, est-ce que certaines dispositions sont prises, auquel cas il faut les prendre? Je suis un spécialiste de la sécurité sociale, si vous avez vu la syndicat, je dis. Il y a eu des avancées entre la Fédération camerounaise de football et la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas abouti à garantir la pérennité de la pension vieillesse et invalidité décès en ce qui concerne les joueurs. Je crois que nous devons aller au fond de cette affaire. Parce que comment comprendre qu'à un moment donné,
un joueur de football qui a beaucoup d'argent à un moment donné, autant bien que faire se peut, il mène bien sa vie, mais les derniers jours sont souvent très difficiles. Aujourd'hui, on a mis en place, le président de la République a instruit de mettre en place l'assurance volontaire. Le problème de l'assurance volontaire aujourd'hui, c'est que vous soyez employé ou employeur, indépendant, vous-même, vous pouvez aller à la CNPC garantir votre pension via CNVLT-DC. Et je crois que les clubs peuvent le faire. Je crois que la Fédération camerounaise de football peut le faire, doit le faire. Parce que le plus dramatique de l'histoire, c'est que vous vous retrouvez avec un monsieur de 68 ans, un sportif. On ne connaît pas comment elle a vécu ces derniers moments. Vous voyez, nous avons un autre là aussi, Jean-Paul Akono, qui est malade, on est obligé de faire des aides, etc. Est-ce que véritablement il y a une politique idoine mise en place pour la pérennité de la survie de ces gens-là qui nous ont fait vibrer? Koundé Emmanuel, tant sur le plan national qu'international, et même au niveau de la Coupe du Monde, il a été capitaine. C'est quelqu'un qui était presque un modèle, il était quelqu'un qui donnait beaucoup de joie au peuple camerounais. Alors moi je crois que le moment est venu qu'on réfléchisse vraiment sur ça. Mais maintenant, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, il faut que la réflexion soit globale. Elle ne peut même pas se limiter qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, elle doit s'étendre au niveau de l'État, à travers le ministère des Sports, et puis aller jusqu'au niveau des clubs. Parce que nous devons garantir, ça fait toujours mal de comprendre que cela ne se limite pas qu'au niveau des joueurs, hein. Vous voyez, au niveau des artistes, au niveau des musiciens, on est obligé à un moment donné de faire des mains levées. Parce que, alors qu'ils devraient vivre de son art, mais malheureusement, ça n'a pas été bien fait. Même au niveau des autres artistes, des autres fédérations, vous voyez, nous avons des cyclistes, vous voyez, nous avons des athlètes, etc. Donc, il faut penser globalement la situation. Donc, je dis aujourd'hui, moi, je suis ancien, comme vous dites, Koundé Emmanuel a procuré beaucoup de joie. C'était tellement une rivalité entre Tonnerre. Quand vous voyez Mila parler, Mila était au niveau de Tonnerre, Kalara Club et Koundé était au niveau de Canon, on avait Mbidarantes. On avait Abega Théophile aussi, paix à son âme. C'est des... Quand on parlait de football à ce moment, le stade Omnisport Amadou Ahidjo était toujours plein à craquer. On faisait des kilomètres à pied pour aller voir Koundé Emmanuel. Il n'y avait pas tous ces guéguerres que nous vivons aujourd'hui. Il n'y avait que le football et le football qui procurait de la joie. Il s'entraînait un peu partout ici au niveau de Anguissa. Voilà, je me souviens un peu. Donc même au niveau des entraînements, nous partions les voir. Donc je dis, je suis très peiné lorsque j'ai appris la mort de Koundé Emmanuel, mais je dis, cette mort ne peut pas, doit nous susciter en nous un réveil pour dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos athlètes, pour nos artistes, pour qu'on ne vive pas des situations, pour qu'au moins on puisse garantir leur survie après leur art et qu'ils puissent continuer à vivre aisément, comme vous et moi qui travaillons. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on a le président de la Fédération camerounaise de football qui promet donc un hommage à la dimension du grand homme qui s'est éteint. Il a donc ordonné la prise en charge des obsèques d'Emmanuel Koundé. On a donc voilà un post qui a été fait de façon officielle sur le compte FECAFOOT officiel, la FECAFOOT qui salue la mémoire d'Emmanuel Koundé. La FECAFOOT a appris avec tristesse le décès ce jour de l'ancien lion indomptable Emmanuel Koundé, grand défenseur des années 80 ayant marqué son empreinte à l'époque glorieuse du canon des Yaoundé. Emmanuel Koundé fait partie de la génération dorée qui a donc participé à la Coupe du Monde de 90 en Italie, lors de laquelle le Cameroun devenait la première nation africaine à disputer les quarts de finale d'un mondial de football. Mais avant, merci pour la promptitude, mais avant l'ancien sociétaire du stade les Valois, du stade de Reims et de l'Olympique de Mvoli avait participé à la Coupe du Monde en 1982 et remporté les Cannes en 1984 et 1988. Sa disparition constitue une perte énorme pour le football camerounais. La Fédération camerounaise de football s'associe donc à la communauté nationale du football pour présenter à la famille et aux proches ses condoléances les plus attristées. Le président de la
la Fédération camerounaise de football promet un hommage à la dimension du grand homme disparu. Donc voilà, vous pouvez voir le message sur votre petit écran qui nous vient de la FECAFOOT. Donc FECAFOOT officiel, c'est le compte officiel de la Fédération camerounaise de football. Alors on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Vous permettez une minute, c'est ça qui me peine. Lucien, attendez, une seconde après. Non, non, le petit frère ne peut pas me refuser ça. C'est ça qui me peine. Quand quelqu'un vit, permettez, quand quelqu'un vit, il vit dans la misère, on ne s'en occupe pas, on ne lui donne pas à manger, on n'achète pas ses remèdes, mais quand la personne est décédée, on nous met à faire de posts communiqués qu'on va rendre un hommage officiel. Pourquoi on ne le fait pas quand ils sont vivants? Pourquoi on ne le fait pas pour penser comment ils sont en train de vivre? Vivre vraiment cette hypocrisie. Mais est-ce que vous êtes ceux qui n'ont pas pensé quand il était vivant? J'en sais quelque chose. Est-ce que vous étiez là-bas? Non, je vous dis, Koundé Manuel a beaucoup souffert, ça c'est vrai. À la limite même, il a été délaissé. D'accord, merci pour votre avis. On a donc l'ancien, n'est-ce pas, du canon sportif de Yaoundé. C'est une légende, c'est un baoba qui s'en va, une figure importante qui s'en va à Siga. Oui, Viviane, vous allez vous rendre compte que je voudrais, avant de poser un mot sur ce décès, dire, peut-être à l'aider Lucien Bidima, lui faire comprendre qu'il existe, pour le cas précédent de Ngouaikele, il existe deux types de justice. La justice divine, qui ici punit nos fautes jusqu'à 7 générations. Et c'est dans ce cadre-là où les enfants sont indirectement responsables de nos actes que nous posons. D'accord. Ça peut rester discutable par les affaires, par des voies divines et autres qui ne se discutent pas. C'est comme ça. Mais quant à la justice des hommes, aucunement un enfant ne peut être responsable des enfants de son père. D'accord, poursuivons avec la mise en bouche. Maintenant, quand je reviens donc avec le cas de Manuel Koundé, on a le grand frère qui dit que voilà, il n'a pas été pris en charge quand il était vivant, mais aujourd'hui, selon lui, hein, bien sûr, voilà, on s'occupe beaucoup de lui. Mais est-ce qu'il était malade? Il n'était pas malade, il a trébuché. Est-ce qu'il était malade? Il a été malade. D'après les informations que nous avons reçues à un moment, il a été malade, comme presque tout le monde dans un certain âge. Ce n'était pas si alarmant que ça. Voilà. Oui. Mais quand on essaie de regarder le parcours de l'homme, il n'a pas mené un parcours de misérable quand même. Rappelons-le, après qu'il ait raccroché les crampons au niveau de l'équipe nationale, il est allé du côté du Gabon où il a tenu en tant qu'entraîneur une équipe du Gabon et a mené même cette équipe au championnat d'Afrique à plusieurs reprises. J'ai parlé de, je crois que c'était Etam quelque chose, Etam FC du Gabon. C'est quelqu'un qui a eu quand même à travailler. Je suis d'accord avec l'aîné en ce qui concerne le suivi de la carrière des... que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs. Aujourd'hui, c'est l'emblématique Emmanuel Koundé. Mais, disons-nous les choses, même dans notre première division au Cameroun, première et deuxième division au Cameroun, des enfants meurent au quotidien et sont vraiment dans l'oubliette, ils ne sont même pas pris en compte. Cela permet donc de rejoindre comment est-ce que notre société au Cameroun fonctionne. Parce qu'à un moment donné, quand les retraités, par exemple de Madjeni, pleurent qu'ils n'ont pas leur argent de la CNPS, ils sont déjà en retraite. Quand ils crient sur tous les plateaux chaque jour, on pense que comme il s'agit seulement des retraités de Madjeni, alors il s'agit d'une société qui doit être refaite, qui doit être pensée. Lorsque le président de l'AFECAFOOT arrive dans son exercice, exige au président de club de payer les joueurs, de permettre aux joueurs d'avoir des comptes, de permettre aux joueurs d'être affiliés à la CNPS, les présidents de club font quoi? Ils se mettent, ils sortent dans les rues, ils boycottent les matchs, ils font ceci, ils font cela. Ils doivent se constituer en société anonyme et permettre et comprendre que les joueurs sont en réalité les employés qui doivent bénéficier, qui doivent vivre de leur art. Ils ne le font pas. Tant bien même, l'instance spéciale qu'elle a fait FECAFOOT voudra bien mettre sur pied un mécanisme permettant ainsi à tous les joueurs, que vous soyez international, que vous soyez
locales, de s'inscrire, de s'affilier à la CNPS et de peut-être retenir à la source, nous serons encore les premières personnes à dire que la FECAFOOT retient l'argent des joueurs. J'ai dit, c'est un problème généralisé qu'il a posé, qui concerne toutes les strates de la société, pour voir comment gérer la carrière dans des sociétés, dans des firmes artistiques, footballistiques et tout le reste. Aujourd'hui, on ne parle que du football parce que c'est le sport roi. Alors que, allez regarder du côté de la FECAVOLEY, vous allez voir ce qu'il y a là-bas. Ils en meurent chaque jour. Allez voir du côté du tennis. Allez voir du côté, presque partout c'est le cas. Et il revient donc bien évidemment à la tutelle qui est le MINSEP d'organiser effectivement la retraite de ces footballeurs. Nous autres, on a eu peut-être des yeux d'enfant. On nous parlait à chaque fois. C'est maintenant qu'on essaie de faire des recherches pour connaître effectivement qui étaient effectivement ces derniers. Emmanuel Koundé, comme on peut aduler aujourd'hui les Alexandre Song, les Carlos Baleba, il a commencé comme milieu défensif et s'est reconverti en défenseur central. Et quand vous voyez sur 102 sélections à l'équipe nationale, quelqu'un parvient, un défenseur central parvient à marquer 15 buts, certains parlent même de 17. Mais il faut comprendre que c'est quelqu'un qui avait ce feeling. Et dans une équipe, si vous avez déjà un spécialiste des coups de pied arrêtés, je vous assure que vous avez au moins ce 30% de possibilité de gagner ce match. Et c'est ce qui était en réalité. Coup franc, il est là. Penalty, il est là. Et il ne ratait jamais. D'accord. Ce qui permettait donc aux Lions Indomptables d'être vraiment à tout moment, être sûr des victoires que les Lions engrangeaient à chaque instant. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Fongan, à ma droite, est-ce que, selon vous, Emmanuel, voilà, Koundé est mort dans la misère? Si oui, qui devrait donc organiser la carrière, n'est-ce pas, et l'après-carrière, selon vous, d'un joueur? Alors, j'admire votre sagacité, Andrea. Vous drivez déjà si joliment l'émission. Donc, je vais rester dans le sujet pour observer trois choses. D'accord. La première, pour prier la famille d'Emmanuel Koundé, d'accepter de recevoir notre goutte de compassion dans cet océan de douleur. C'est difficile de perdre 68 ans. Pour un footballeur, il est encore jeune. Il est encore très solide. Pour un sportif de haut niveau, il est encore jeune à 68 ans. Donc je voudrais prier cette famille d'accepter de recevoir notre goutte de compassion dans cet océan de douleur. Et la deuxième chose, c'est pour dire que je n'ai peut-être pas la proximité qu'a eu Lucien Bidima, le grand frère avec Emmanuel Koundé, mais ce que je retiens de lui, c'est que c'est nos plus deux plus belles cannes. Belle canne parce que c'était une équipe nationale constituée vraiment de joueurs locaux qui, bon, j'étais peut-être pas encore là, mais j'ai eu des témoignages des personnes qui ont vécu ça, pour dire que c'était nos plus belles cannes en fait. C'était des joueurs locaux qui avaient le vrai MLE et qui mouillaient le maillot pour l'équipe nationale. Et en 90, malheureusement, heureusement, on a eu notre plus belle prestation avec Emmanuel Koundé qui était un des artisans de poids et de choix pour cette expédition de la Coupe du Monde là. Mais malheureusement, j'ai pas le sentiment que cette génération dorée, d'ailleurs ça a été reconnu dans un communiqué, on leur a rendu ce qu'ils ont donné. En termes de, d'ailleurs, l'extrait d'élément de Koundé qui a été diffusé, il parle de l'amour des Camerounais pour le football. Pour dire que le football procure un bonheur national brut qui est incalculable. Et la génération de 90, cette génération nous a procuré un bonheur qui est incalculable, qu'on ne peut pas évaluer, tant ils ont dû consolider beaucoup de choses qui étaient brisées ou alors qui commençaient à se briser. Et je n'ai pas le sentiment, pour avoir été un peu dans cet écosystème-là, que ceux-là, on leur a rendu ce qu'ils ont donné à la nation camerounaise. Et c'est un peu très inconfortable. C'est très inconfortable parce qu'on a l'impression que depuis cette génération-là, il y a une sorte de délitement de la fierté nationale. Vous allez voir la transition avec le sujet qui arrive. Ceux-là avec un véritable sentiment d'appartenance, quand ils jouaient, on avait la conviction qu'ils mouillaient le maillot et qu'ils voulaient rendre service au vert rouge jaune.
Et je suis un peu embêté parce que j'ai pas le sentiment, moi, que ces valeurs-là ont été transmises à la génération d'après. Il y a eu tellement de grincements de dents, d'éclats de voix, qu'on a eu après l'impression qu'on a plus affaire aux mercenaires qu'aux footballeurs de cette génération-là qui nous ont offert, on va dire, les plus belles pages de l'équipe nationale. Parce que depuis les quarts de finale, c'était la première équipe africaine à accéder en quart de finale. Depuis là, on n'a pas eu de tels frissons avec l'équipe nationale depuis jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, 68 ans, c'est un âge pour, enfin, quand on parle d'un footballeur, oui, les jeunes, est-ce qu'il a donc eu le temps, selon vous, de transmettre véritablement son savoir-être, son savoir-faire aux jeunes? C'est pour ça que j'ai envie de presque donner raison à Lucien Bidima quand il parle des derniers moments de Koundé. Pour un footballeur, on n'a pas vu à 108 ans. Ça peut peut-être traduire d'un certain abandon dans lequel il s'est retrouvé au soir de sa vie. Parce que c'est un âge à travers lequel on a les valeurs des choses à transmettre encore. Pour un footballeur, c'est un âge où il faut transmettre ce qu'on a appris sur le terrain et en dehors. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu... J'ai le sentiment, vraiment, j'en suis certain, qu'il a eu des moments difficile au soir de sa vie. Il n'a pas eu l'encadrement qu'il aurait dû avoir. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut toujours faire venir le pompier après l'incendie. Alors qu'on peut agir avant. C'est totalement irrationnel. Je pense qu'on aurait pu créer les conditions pour permettre à ces gens d'avoir une vie à la hauteur du talent qui était le leur pour les services rendus à la nation. Je me suis laissé dire qu'il y a quelques années, on leur a offert des maisons à cette génération-là, mais je crois que c'est pas assez pour ce qu'ils ont procuré à la nation camerounaise en termes de bonheur national. On aurait pu créer les conditions pour permettre à ces héros-là du ballon rond d'avoir une vie un peu plus normale. D'accord. Organiser les obsèques avec tambour et trompette, alors qu'on aurait pu créer les conditions pour permettre à ces gens d'avoir une vie plus décente, qui peut-être les aurait permis de vivre 10 ans ou 15 ans de plus, aurait été pour moi quelque chose de plus utile et de plus pertinent voilà. que ce qui va être fait ou ce qui a l'intention d'être fait. Merci à vous pour votre réaction. On va prendre quelques messages, quelques avis externes de nos téléspectateurs. Salut à vous sur le plateau. Juste pour souhaiter mes sincères condoléances à la famille Koundé. Je suis Joseph Nani Onana depuis Ambam. Alors, notre message, bonjour, Koundé Emmanuel était un homme très bien, un gagnant. Alors, bonsoir Info TV, je garde un grand souvenir de Emmanuel Koundé à Saint-Mélima lors d'un match de 2-0. Monsieur, très simple, mes condoléances à la famille fidèle depuis Mimboman. Autre message, bonsoir madame, j'aime bien votre émission sans être un soutien au président, encore moins au RDPC. J'ai été déçu par l'exemple de votre panéliste au sujet du petit Matiste. S'il veut manifester son soutien à l'endroit de l'artiste Lidol, il y a une meilleure manière de la part de Choubaï CT de Japoma à Douala. Alors, on va prendre une autre réaction. Koundé Emmanuel reste dans la mémoire des Camerounais comme un héros national, symbole de fierté et de courage, capitaine emblématique. Voilà, des lions indomptables. Il a marqué l'histoire en menant le Cameroun jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde de 1990. Une première pour l'Afrique, son but sur pénalty contre la Colombie et sa célébration au point levé reste gravé dans les mémoires. Abdoul Wahabou de Garoua, Petit Paris, quartier. Un autre message, bonsoir à vous en studio. Voilà, très belle pensée pour la mémoire du regretté mémoire Emmanuel. Mais juste une suggestion, monsieur Bidima a raison de parler de la prise en charge des joueurs. Mais il sait bien tous les problèmes et difficultés les politiciens que les politiciens posent à Samuel Eto'o. Donc pour moi, c'est la moindre des choses que Eto'o fils puisse faire, de lui rendre ce vibrant hommage. C'est à encourager. Bonne suite d'émission à vous, Frédéric Touné, depuis Abomban. Bonsoir à vous sur le plateau, très belle émission. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques messages également sur WhatsApp. Bonsoir, le plateau. Je voulais demander au monsieur en blanc, voilà, à qui se réfère le pouvoir
aider le disparu et lui sur le plateau. Bon, honnêtement, il faut écrire votre message. Hein. On ne lit rien. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, mes sincères condoléances à la famille de M. Koundé. Emmanuel, moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais mon père nous parlait beaucoup des grands joueurs qui ont laissé leurs traces dans l'histoire du football camerounais. Et parmi ceux-là, il citait souvent Koundé Emmanuel en disant que avant, quand la politique n'avait pas encore mis son grain de sel là-bas, quand c'était encore le mérite pur qui primait, Koundé Emmanuel avait toute sa place car effectivement, c'était un grand joueur, une légende. Mes sincères condoléances à nouveau, c'est Alexandrie depuis Essos. Alors, on va peut-être prendre deux derniers messages. Bonsoir à vous sur le plateau. Le MINSEP s'occupe plus de Samuel Eto'o que de s'occuper du sport en général. Ah bon? Souvenez-vous du grand boxeur retrouvé voilà, en face de Camerco. C'est une honte pour cette... voilà. Bon, Aloïs Zende de Kouaban. Restons quand même polis dans notre façon de réagir. Un autre message, ce sera le dernier pour le moment. Bonsoir le panel. Je n'aime pas trop intervenir dans les débats, mais dites à M. Bidima de laisser les histoires sans polémiquer sur le décès du lion. Mais que les gens sachent que la retraite se prépare depuis le premier jour. Ces lions ont eu, voilà, ce qui veut dire le terrain, voilà, Mimboman, offert par l'ancien président, tous ont vendu. Et je ne vais ici raconter la vie du défunt, mais il faut bien se renseigner. Voilà, l'État ne fera pas toujours tout. Et ceux qui n'ont pas travaillé, que diront-ils? Repose en paix, Emmanuel Koundé Malon. Vous-même dans le canon, vous avez fait quoi pour lui? Je suis Émile Bouya. Il tire à balles réelles ce soir. Voilà, ok. Alors, un téléspectateur voilà, qui nous écrit du côté de Douala. Jacques depuis Douala. Bonsoir le panel. Lui, Koundé n'est pas populaire pour cause et qu'il a évolué à l'époque où les gens n'étaient pas financièrement capables de frotter le public. D'accord. Voilà, merci à tous pour vos différentes réactions. On a Achille Aimé depuis Yassa qui dit très chers amis, Jules Koundé, paix à son âme. Voilà, merci beaucoup. On va refermer. Oui, à Siga. Oui, je voudrais effectivement ajouter qu'une fois qu'il a raccroché les crampons, il a été entraîneur au canon de Yaoundé. C'est déjà une transmission qu'il a eu à faire là-bas en 97, 90, 97, 98. Après, il est allé à US Bétam, où il a également été là-bas de 99 en 2000. Revenir au Cameroun à PW Bamenda, où il a encore fait une saison, avant de retourner encore à US Bétam. Donc, si au Cameroun, on peut dire qu'il a pu quand même apporter quelque chose après avoir accroché les crampons, c'est sur ces deux clubs-là. Autre chose également, c'est, on l'a vu tout récemment en France avec le prix Marc-Vivien Fouet, qui aujourd'hui, c'est un prix qui est perpétré de ce côté. C'est d'ailleurs le Marocain du PSG qui l'a gagné cette année. Hakimi, qui l'a gagné cette année. C'est tout à l'honneur du Cameroun. Vous voyez que voilà un Marc-Vivien Fouet qui est au relais de l'autre côté et non même au Cameroun. Non même au Cameroun. Aucun prix, c'est-à-dire que même symbolique, n'est organisé pour les anciennes gloires, pour les icônes, que ce soit de la musique, que ce soit de quoi que ce soit au Cameroun. C'est vraiment quelque chose à repenser entre les différents ministères de tutelle et les instances fêtières. D'accord. Tout ça commence par nos héros nationaux, tout commence par là, ils sont... Tout à fait. D'accord. On va me donner une seconde pour dire que... Allez-y, grand. Allez-y, grand. Ancien. On vous donne une seconde. Non, le problème que nous posons, et ça je suis d'avis avec les panélistes, n'a rien à voir avec Samuel Eto'o ou bien la FECA footballeur. Le problème est global. Vous voyez, nous sommes même sortis du cadre purement sportif, non? Moi, je commence à penser à une idée des états généraux des sports, pas du football. Pour qu'ensemble, parce que ce que les gens disent, ils ont raison. Mais non seulement dans le cas du football. Et il y a le ministère, c'est-à-dire l'État qui intervient. Quand on peut donner des primes aux joueurs, le même État devrait s'assurer que, effectivement, les joueurs gagnent ces primes. Mais dans ces primes, ce que vous devez savoir, c'est que les primes sont imposables. Et qu'effectivement,
on reverse les cotisations sociales y afférentes. Pourquoi je le dis? Il faut, et je vais vous dire, non, je vais vous surprendre, Samuel Etouffi s'est engagé des négociations. Hein. Moi, je l'ai vu à la CNPS, avec la Caisse nationale de prévoyance sociale pour voir comment les gens peuvent être affiliés. Au moins, on peut tout dire de mauvais de lui, mais de ce côté-là, il a engagé les négociations. Mais j'ai dit, le problème doit être global. Quand on parle du prix de vivants fouets, c'est l'État français qui a pris cette décision. Pourquoi on ne ferait pas aujourd'hui le prix Roger Mila, le prix voilà. Même le prix Samuel Eto'o, quand même, c'est l'un des plus grands joueurs que le Cameroun ait eu aujourd'hui. Sans, voilà, alors j'ai dit, voilà, par exemple, le stade Japoma, on aurait aimé qu'il soit baptisé stade Roger Mila. Par exemple, pendant qu'il est encore vivant, qu'il voit ça. Voilà, par exemple. D'accord. En tout cas, voilà, en conclusion, on va adresser nos sincères condoléances à la famille de Koundé Emmanuel. Ça fait toujours très mal, n'est-ce pas, de perdre un être aussi cher. On a le football en général qui est en deuil et puis sa famille. On tiendra donc au courant d'évolution pour le programme des obsèques voilà, de ce valeureux joueur. On souhaite que la terre de nos ancêtres et des ancêtres du football lui soit légère. Et par la même occasion, au Cameroun, justement, on aura une pensée également pour voilà, cette icône inoubliable, hein, voilà, puisqu'on parle de sport, du sport national, donc Jean-Paul Akono, qui restera donc à jamais voilà, dans l'histoire pour avoir guidé les Lions indomptables vers un triomphe historique. Il est toujours malade. Voilà. Parce que je ne lui parle là. Non, il traverse une période difficile. Il traverse juste une période difficile. Vous savez, on a dit qu'on doit penser aux personnes. Oui, donc vu qu'il traverse une période difficile, il est important justement. C'est maintenant qu'il faut l'encadrer, c'est pas après. Exactement. Donc c'est dans ce sens-là que je disais, je pense qu'on est tous d'accord que nous prions tous pour. Mais j'ai quand même apprécié, on a vu le président de l'Afrique Foot aller lui rendre. Vraiment, voilà, c'était mouvant, c'était formidable. Très bon. Donc voilà, mesdames et messieurs, on va donc voilà, refermer cette page voilà, consacrée au décès de Koundé Emmanuel, tout en souhaitant une fois de plus ses sincères condoléances. On va prendre une transition et on se retrouve juste après pour la deuxième partie consacrée à notre thématique centrale. On parlera d'unité nationale, comment la préserver, voire même comment la pérenniser. À tout de suite. Vous pouvez donc interagir via le 692 20 94 36 uniquement par message. On n'appelle pas en direct. Pendant donc cette autre thématique, nous parlons de l'unité nationale. Vous le savez, le Cameroun se prépare à célébrer sa 53e édition, justement parlant d'unité nationale, dans 4 jours précisément. On peut déjà voir justement voilà, les forces de maintien de l'ordre voilà, s'entraînant pour donner voilà, la meilleure des prestations le 20 mai prochain. Mais il est quand même important ce matin de nous intéresser à ce symbole d'unité nationale. La question que l'on se pose est celle de savoir comment la pérenniser, parlant bel et bien d'unité nationale. On sait que l'unité nationale existe déjà, mais on va essayer d'évaluer à quel niveau se trouve cette unité, quels peuvent être les freins ou les obstacles à l'unité nationale et quelques solutions, pourquoi pas des actions que l'on pourrait mener pour justement permettre à l'unité nationale, voilà, dans sa durée, n'est-ce pas, de continuer et d'exister. Alors, on va faire comme à l'école, hein, avant d'entrer de plein pied dans le sujet, bien évidemment, le terme clé ce matin, l'unité nationale. C'est quoi exactement l'unité nationale? Peut-nous donner une bonne définition de ce qu'on appelle unité nationale? J'ai envie de me tourner ce matin vers Asiga, ce soir, bien sûr, vers Monsieur Asiga. C'est quoi l'unité nationale selon vous? Oh oui, de façon brève, nous pouvons penser que l'unité nationale, c'est le fait pour les citoyens d'un pays qui sont issus d'un même territoire, qui sont issus d'un même ancêtre territorialement parlant, se retrouvant ainsi pour parler d'une seule voix. C'est une explication simpliste, mais pour le cas du Cameroun, quand on va parler d'unité nationale, il faudrait donc déjà revenir pour voir d'où nous venons. Pourquoi avoir parlé d'unité nationale? Ne l'oublions pas. Pendant la période précoloniale, les territoires en Afrique existaient. Pendant la période coloniale, il y a eu ce qu'on a appelé le partage du gâteau. Et on s'est retrouvé maintenant avec
ces divisions qui, lors de la période post-coloniale, ou alors néocoloniale, comme on a l'habitude de dire, on retrouve donc maintenant un rassemblement de ces différents territoires pour en former un. D'accord. C'est le cas du Cameroun donc aujourd'hui, parce que le Cameroun était divisé en deux, le Cameroun oriental, le Cameroun occidental. Et lorsque, après les indépendances de 1960, en 72, avec le président Ahidjo, le référendum sera posé pour effectivement unifier les deux Camerouns. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la fête nationale du 20 mai sera instituée de fête d'unité nationale. Très bien. Et à partir de cet instant, les objectifs, les raisons seront évoqués sous deux angles. Dans un premier temps, après les indépendances, il sera clairement, parce qu'il faudrait dire aux téléspectateurs, on avait deux gouvernements. Et cela coûtait énormément en termes de finances à l'État du Cameroun, qui avait déjà un président. Et cette raison sera donc posée sur la table pour dire aux Camerounais, plutôt de disperser nos ressources, nos énergies, faisons un. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Biya le disait, le Cameroun est un et indivisible. Ce qui va donc permettre aux Camerounais de voter à pratiquement 100% l'unité des deux Camerouns. On aura donc ce fédéralisme-là qui sera dissous et on se retrouvera avec un seul et unique Cameroun. D'où la notion d'unité nationale. Et c'est d'ailleurs très fort de cela où c'est une fête qui milite vers l'union sacrée. On parlait de Lion et Notable tout à l'heure, qui ont toujours fait l'unanimité sans toutefois avoir les divisions. Très bien, d'accord. Alors, M. Fongan, qui est également avec nous sur ce plateau, est-ce qu'il y a une différence entre unité nationale et vivre ensemble? Oui, il y a une différence. Il y a une différence. D'ailleurs, j'admire le sens de votre formule. Comment pérenniser l'unité nationale? C'est très bien. C'est très bien formulé. Pour dire qu'à la vérité, c'est une question en réalité qui pose un vrai problème. Parce qu'on pérennise ce qui existe, d'ailleurs. Oui. Maintenant, on s'intéresse à la durée. On voudrait que ça dure. Exactement. Et quand on regarde à l'épreuve la réalité, on se demande si on peut de manière objective parler d'unité nationale au Cameroun. Parce que j'ai le sentiment, d'ailleurs je ne suis pas le seul, il y a toute une littérature qui est sur le sujet. Depuis les années des indépendances des années 60, le Cameroun s'est attelé à bâtir un État et pas une nation. C'est-à-dire que vous avez un territoire, vous avez des frontières, vous avez une souveraineté, vous avez une armée. On s'est battu jusqu'à aujourd'hui à construire un État et pas une nation. Parce qu'une nation, c'est quelque chose de plus humainement fort en termes de tout ce qui est socio-culturel, tout ce qui est avec un vrai récit national, avec un vrai sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, on me demande c'est quoi être Camerounais. Dit quand même, on va vous donner 10 réponses différentes. Parce qu'il n'y a pas un véritable récit national qu'on a su bâtir, qu'on a su construire au fil des années. On s'est attelé jusqu'ici à construire un État et pas une nation. Et à partir de ce moment-là, si on est d'accord sur ce postulat de départ, il est difficile qu'on parle d'unité, que les gens sont unis, avec un certain nombre de pesanteurs qu'on observe depuis quelques années. C'est-à-dire que vous avez une sorte de grief qui plombe la construction d'une nation. Parce qu'on parle d'unité nationale, il faut qu'on soit une nation. Jusqu'ici, on est en train de se débrouiller pour bâtir une nation. C'est vrai qu'il est possible d'être un État-nation, comme le Japon. Le Japon, c'est un État-nation. Mais chez nous, on a un État, on n'a pas une nation. Parce qu'il n'y a pas un véritable sentiment d'appartenance qui habite l'essentiel des Camerounais. Il n'y a pas un récit national. La preuve, regardez la dissonance qu'il y a, par exemple, avec tous ceux qui sont battus pour notre indépendance, nos héros nationaux, par exemple. Où on a du mal nous-mêmes enseigner notre propre histoire à nos enfants. C'est un sujet tabou dans nos écoles, ce qui est totalement absurde et incongru. Aujourd'hui, vous avez un décret de 91 qui réhabilite cette figure historique qui se sont battus pour qu'on soit indépendant. Sauf que
D'ailleurs, je suis le seul. D'ailleurs, j'ai discuté avec... j'ai consacré plusieurs éditions du journal des politiques hebdo à cette actualité-là pour dire que j'ai eu la chance de rencontrer le fils aîné d'Ernest Ouandi, Philippe. D'ailleurs, je suis le seul avec à qui il a accepté de parler. Pour dire que beaucoup de ceux-là estiment que l'élévation de ces gens au titre de héros national est purement cosmétique. Parce que ça ne se traduit pas dans les actes et dans les faits. Or, ce sont des ingrédients qui construisent une nation. Vous avez des gens qui sont dans un décret 91, qui sont élevés au rang de héros national. Mais vous n'avez aucune rue, Ernest Ouandi. Vous n'avez aucune école au Moumié. Vous n'avez aucun édifice qui porte le nom de comment il s'appelle, Ouandi ou bien Moumié ou bien Oumioben. Ça n'existe pas. Comment vous parvenez, avec cette omission systémique, à bâtir un récit national? Ce n'est pas possible. Ouais, il y a comme une sorte d'omerta, une volonté manifeste de ne pas construire un récit national. Si on n'a pas le courage de poser ces actes comme cela, aller au-delà de cette ça commence par des actes comme cela, où on construit un véritable récit national. Donc on a un État, mais on n'a pas une nation. Maintenant, s'il faut être plus factuel, vous, en mettant le curseur en 2016, avec la crise anglophone, vous êtes d'accord avec moi que dans un environnement comme celui-ci, il est difficile de parler d'unité. Vous avez une partie du pays qui est fragmentée. Les gens estiment que ils sont, depuis quelques années, ils ont toujours été phagocytés par la partie francophone et donc ils ne se considèrent pas comme des Camerounais à part entière, sinon comme des Camerounais entièrement à part. Et donc, on a une crise. Une guerre qui est une des guerres les plus meurtrières de notre histoire parce que c'est les guerres entre Camerounais. Parce que avant les années 60, on se battait contre le colon. Maintenant, les Camerounais se battent entre eux et c'est encore plus violent, plus saillant. Ça dure depuis 2016. Avec ça, on ne peut pas dire qu'on est en train de bâtir une nation. Ce n'est pas possible. Qu'à côté de ça, vous mettez le curseur en 2016, à la fameuse décentralisation qu'on aurait dû implémenter, que personne ne veut appliquer. Parce que le Cameroun, comme la plupart des États francophones, a hérité du jacobinisme français, c'est-à-dire un État qui est centralisateur, qui contrôle tout et qui ne veut rien lâcher. Les petits 15% qu'on a promis aux communes ne sont jamais arrivés. D'ailleurs, jusqu'ici, on vient d'atteindre il y a quelques jours la forme la plus achevée de la bêtise en organisant les états généraux des ordures, ce qui est une autre incongruité irrationnelle, dont tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Mais on sait tout ce qu'il faut faire, mais on a réussi à arriver à la forme la plus achevée de la bêtise. À nous organiser les états généraux sur les ordures. Est-ce que vous imaginez jusqu'où on est descendu très bas. D'accord. Donc vraiment c'est compliqué dans un environnement. D'accord. On reviendra vers vous. Très inconfortable. Merci beaucoup. On a donc Lucien Bidima qui esquisse un petit sourire là. On parle donc d'unité nationale. Comment pérenniser cela, mais forcément on pérennise ce qui existe, comme l'a dit, n'est-ce pas, M. Fongan. Est-ce que vous pensez que l'unité nationale est menacée au Cameroun? Si oui, comment? D'abord, André, il faut commencer par dire quand on parle d'unité nationale, il y a les mots-clés qui ressortent, la cohésion et la solidarité. On parle exactement de cohésion. Et alors, il faut aller dans le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on s'arrête que cela, respect des différences, le sentiment d'appartenance aujourd'hui est mis à mal. Mais il faut voir que tout État est un construit permanent. Même aujourd'hui, aux États-Unis, les gens continuent à se poser les questions. Vous avez vu, depuis que le président Trump est là, en fait, il remet en cause un certain nombre de valeurs. Et pourtant, qui étaient des valeurs totalement, on peut dire, au niveau des États-Unis. En ce qui concerne le Cameroun, la situation est un peu plus difficile. Il faut dire que les pères fondateurs de notre pays n'existe que depuis 1960, hein, sur le plan formel, sur le plan des institutions. Formel, oui. Et à partir de là, le premier président est allé dans le sens de quitter la fédération pour entrer justement dans l'unité. Mais à cela, il fallait faire un certain nombre de sacrifices, c'est-à-dire accepter encore l'autre critère de l'unité nationale, ce sentiment d'appartenance, c'est-à-dire l'acceptation de tout le monde d'appartenir à un pays, d'avoir les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, indépendamment de nos langues, de nos ethnies, de nos cultures, etc. Plutôt que ces langues ou que ces cultures soient plutôt des forces pour renforcer cette unité nationale. Mais avec le temps, on a compris petit à petit que
le problème du Cameroun n'est pas un problème général du peuple camerounais, en fait, de l'État du Cameroun. C'est un problème de quelques personnes qui ne se sentent plus peut-être à l'aise ou ils trouvent que les intérêts sont phagocytés et qui décident de mettre à mal l'unité qui était plutôt là. Parce qu'à un moment donné, moi je me souviens, lorsque nous étions à l'université, hein, comme vous avez parlé d'anciens, je vous donne raison, dans les années 90, 91, lorsqu'on faisait la grève, il y avait eu grève à l'université qui a donné la création de l'université de Soa. Nous tous, nous étions en Guaykélé. Il y avait près de 40 000 personnes. Dans cette grève, il n'y avait pas de Bamileke, il n'y avait pas de Béti, il n'y avait pas d'anglophones. C'était les gens, les étudiants qui se retrouvaient et qui disaient qu'on ne peut plus accepter un certain nombre de choses. Et je me souviens, moi j'étais de l'autre côté, moi j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire c'était très difficile d'être non politique, j'étais très jeune. Moi, je défendais un peu le caractère inviolable de l'État. Et les autres disaient non, peut-être il faut aller jusqu'au bout et quitte à menacer les institutions. Alors, mais j'ai dit, à partir de là, quand on observait quand même quelque chose, c'est que l'acceptation des valeurs, on s'acceptait. C'est-à-dire, il n'y avait pas cette tribalité de savoir qu'on est Bamileke, on est Béti. Et je crois que les prémices de la politique, de la démocratie, et pourtant qui doivent renforcer l'unité nationale, sont plutôt venues mettre en mal la cohésion nationale. Comment comprendre aujourd'hui, si vous remarquez l'évolution socio-démocratique, vous allez voir que les partis politiques se reposent en grande partie au niveau de leur région, de leur ethnie. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je peux dire quelque chose qui est totalement réaliste, peut-être parce que, je dis, nous sommes en démocratie, c'est le respect de la parole de l'autre. Si moi, aujourd'hui, je défends les idées du président Paul Biya, peut-être, à juste titre, j'ai trouvé quelque chose là-dedans. Mais si Andrea n'est pas dans cette convergence, Andrea peut avoir des divergences. Je dois comprendre et accepter Andrea parce que d'une manière ou d'une autre, nous nous convergeons vers le point qui est le développement du Cameroun. Mais qu'est-ce que vous observez? Quand vous êtes d'un bord comme d'un autre bord, hein, ça je ne peux pas stigmatiser l'opposition, on voit que lorsque vous commencez à défendre les idées, qui est la forme même accrue de la démocratie, les autres ne vous acceptent pas comme tel, on vous taxe, on vous étiquette, et parfois on vous réduit au pain sardine ou à quoi que ce soit. Vous voyez, cette frustration fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus les replis identitaires. Ces replis identitaires sont totalement à condamner. Parce que je vais vous dire, moi, depuis que je travaille, j'ai toujours travaillé avec les Frères de l'Ouest. Même au niveau des affaires, au niveau de mon école, ou au niveau de l'amitié. Mais cependant, ne mets pas de côté le fait que moi, quand certains politiciens ont commencé, moi je les ai acceptés comme tels. Mais pourquoi de plus en plus il y a ce rejet? Et alors ce rejet met à mal l'unité nationale. Mais je dois comprendre qu'aujourd'hui, la mondialisation y est dans, la pauvreté. Et puis le fait que les gens souffrent, ça commence à peut-être à faire ressurgir le fait qu'on croit que les autres sont des privilégiés. Et quand les autres sont des privilégiés, les autres qui n'en ont pas assez commencent à revendiquer. Mais je conclus en disant, le problème de l'unité nationale est la pire, c'est-à-dire la dégradation de l'unité nationale, la pire des choses qui puissent nous exister. Parce que quand vous remarquez la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui, la crise anglophone est beaucoup plus alimentée par l'extérieur qu'à l'intérieur. Et comme on revient au niveau des enfants, moi j'ai demandé à quelqu'un, un ami, qui a fait les mêmes écoles que moi, qui aujourd'hui est aux États-Unis. Nous avons fait la bonne école, Andrea. Et je crois que dans notre génération, nous sommes qui des directeurs et même certains ministres aujourd'hui. Je lui ai demandé, mais écoute, tiens, tes enfants étaient au Nord-Ouest. Parce que toi, tu vis aux États-Unis. Tu as enlevé tes enfants au Nord-Ouest pour qu'ils continuent à fréquenter dans les écoles américaines ici. Mais au même moment, toi, tu finances pour qu'au Nord-Ouest, qu'il n'y ait pas de l'école. Vous voyez la haine que certaines personnes essaient de stigmatiser parfois vis-à-vis d'un individu qui peut être le président de la République ou vis-à-vis du gouvernement, fait qu'aujourd'hui, on perd totalement l'espoir, la vision de voir que nous sommes tous Camerounais. Parce qu'Andrea, le problème va plus loin. Aujourd'hui, mes enfants, eux, ils fréquentent. Je lui ai dit, les enfants qui ne fréquentent pas là,
ça va se répercuter au niveau des générations, 10 ans plus tard, parce qu'on aura créé des gens qui ne peuvent pas apporter grand-chose au niveau de l'État, en ce qui concerne les richesses, la création des richesses. Alors, mais j'ai dit, on doit tous se battre pour maintenir l'unité nationale. Merci. Quelles que soient nos visions, quels que soient nos points de vue, quels que soient nos objectifs, le Cameroun devrait, nous tous, nous devons nous battre pour que nous soyons dans un État qui converge au développement de tous. Mais indépendamment des voix, ça c'est tout à fait, et nous devons laisser la démocratie agir au peuple camerounais. D'accord, merci beaucoup. Oui, allez-y rapidement. Deux phrases rapidement pour dire qu'il y a un discours, un narratif qui est tout le temps repris par certains surréférés du RDPC qui veulent instrumentaliser la tribu. Ça revient tout le temps dans certains éléments de langage. Non, il faut dire la vérité aux Camerounais très clairement. C'est quoi la vérité? Les Camerounais n'ont aucun problème pour vivre ensemble, vraiment aucun. Ils ont toujours vécu ensemble, ils ont un problème de manger ensemble, pas de vivre ensemble. La tribu est instrumentalisée par certains référés du RDPC, soit pour diviser les Camerounais, soit pour rester dans leur zone de confort et consolider leurs acquis. Aujourd'hui, vous avez je veux dire que c'est même les mélanges interethniques, c'est quelque chose de totalement banal. Aujourd'hui, les Camerounais, c'est quelque chose de banal dans notre quotidien. On vit ensemble depuis des lustres. On a des couples, on a des mariages. On ne peut pas, ça ne peut pas, ce n'est pas possible. Mais comment comprendre quand même, par exemple, la crise anglophone, comment évoquer dans ce... Je voulais rapidement déconstruire cette hypothèse pour dire que on ne peut pas, au Cameroun, instrumentaliser la tribu. C'est un narratif qui est élaboré par certains référents du régime en place. Non, pas du tout. Parce que les Camerounais vivent ensemble, très bien ensemble. Moi, mes meilleurs amis, ça fait quelques jours que je suis à Yaoundé. On est sur les médias, on est sur les réseaux sociaux. C'est virtuel. Quel est le rôle des réseaux sociaux selon vous et des médias également? C'est un rejet, pour prendre le mot c'est un rejet qui est virtuel. Les Camerounais vivent très bien ensemble et tous les jours. D'accord, ok, merci. Très bien ensemble et tout. Le seul problème qu'ils ont, c'est de manger ensemble. Moi, je suis de loin. Le seul problème qu'ils ont, c'est de manger ensemble. C'est tout. Puisqu'il y a un groupuscule de personnes qui s'est accaparé l'essentiel du pouvoir et des richesses. Moi, mes meilleurs amis ne sont pas de l'Ouest. Depuis tout petit, moi, je suis né en Banga, j'ai grandi en Banga, et dans un environnement tellement cosmopolite, tel qu'on n'a jamais fait la différence entre... Non, mais le problème est quand même que, indépendamment de nous, attendez, indépendamment de nous, n'est-ce pas? Mais regardons quand même. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ne veulent pas regarder la réalité. Ils vivent ensemble tous les jours. Lorsque le président de la République se rend à Genève, la BASC commence à menacer le président de la République. Ce qu'on n'a jamais vu. Mais quand on fait quand même l'analyse des gens qui constituent globalement en grande quantité la BASC, à un moment donné, on peut avoir des yeux fermés, mais on se dit que mais non. Mais au même moment, on fait quand même d'autres parallèles. Que lorsque certains hauts responsables aussi se rendent, est-ce qu'ils ont le même traitement que le président Paul Biya? Alors, mais j'ai dit, vous avez beau dire, c'est ça que nous devons condamner. Parce qu'en fait, cette petite minorité-là, écoutez un peu, cette petite minorité ne vaut rien et ne devrait pas être la globalité. Et ce que je veux faire comprendre aux Camerounais, c'est que même si la base n'est constituée que des éléments d'une seule région, cela ne regarde pas le peuple camerounais. On ne devrait pas stigmatiser par exemple nos frères de l'Ouest, parce qu'ils ne sont pas fondamentalement liés aux actions que les uns et les autres. D'accord, M. Assigari, vous avez la parole. Oui, le DP a très bien défini certaines notions, État-nation. Il faudrait comprendre que l'État ici est un instrument politique et juridique qui doit être au service de la nation. Tout ce que mon cher aîné Lucien dit, ce n'est que des conséquences d'un instrument politique et juridique qui a failli, faisant en sorte que nous nous retrouvions aujourd'hui avec des situations qui ne sont plus contrôlées. Parce que si l'État avait été fort, politiquement parlant et juridiquement parlant, on n'arriverait pas à des griefs qui ne sont que des conséquences aujourd'hui. Et je suis très d'accord avec le DP, que bien évidemment, il n'y a pas de problème de vivre ensemble au Cameroun. Pas du tout. Nous tous, nous vivons ensemble avec nos frères et sœurs. Quel est le problème? Le problème, c'est le manger ensemble. Je dis que je suis très d'accord avec lui, c'est le manger ensemble. Dans le manger ensemble. À partir du moment où les revenus d'une nation sont accaparés, embrigadés par une certaine élite, on ne peut qu'avoir des remous que nous avons aujourd'hui.
Alors pourquoi cette élite vient d'où? Cette élite vient d'où? Cette élite ne saurait venir du ciel. C'est une élite qui a été, qui s'est implantée et a défini. J'ai dit tout à l'heure que l'État est un instrument politique et juridique. Lorsque cette élite établit les règles politiques, juridiques pour la préservation, la confiscation de l'État, à partir de cet instant, la nation ne peut plus avoir le dessus. Or, en réalité, la nation définie comme étant cet ensemble des êtres humains vivants ayant une histoire commune sur un territoire. Tout à fait. Si nous acceptons que nous avons une histoire commune sur le territoire Cameroun, je vous assure que on bâtirait un État sur un État juridiquement parlant et politiquement parlant, servant ainsi les intérêts de la nation. Et c'est ce que j'appelle le récit national. D'accord. Donc, on va le construire. D'accord. Mais il faut totalement évacuer élite et ethnie. D'accord. Parce qu'il faut commencer par l'évacuer aujourd'hui, qu'on ne puisse pas dire que, ok, c'est une élite et que forcément, cette élite appartiendrait à une élite. Non. Alors, même cette élite, en fait, c'est un ensemble de personnes qui sont et qui viennent de partout. Vous comprenez? Justement, on n'est pas caché, on la connaît. C'est là où on va se rendre très bien compte que cette élite qui n'est qu'un groupuscule de personnes qui gouvernent, qui viennent de partout, ne connaissent pas la notion de tribalisme. Ils vivent, ils mangent ensemble entre eux, mais veulent à tout prix que ça soit le peuple camerounais qui expérimente le tribalisme en l'instrumentalisant. C'est ça le véritable problème. Entre eux, il n'y a pas de tribalisme. D'accord, intéressons-nous un tout petit peu à cette thématique pour le compte de cette 53e édition. Armée et Nations unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Quand on sait que chaque année, le Cameroun a donc rendez-vous avec son histoire et lors d'un référendum constitutionnel organisé le 20 mai 1972, on avait les Camerounais qui votent en faveur d'un État unitaire par opposition à l'État fédéral existant, ça vous le savez. Et cette année, le thème qui célèbre donc l'armée, comment comprendre? La parole à qui veut bien la prendre? Comment comprendre cette thématique? Armée, Nations unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Vous savez qu'à côté de armée et nation, le Cameroun a eu déjà à vouloir faire un construit entre armée-nation. C'est-à-dire l'appellation armée-nation qui a un contenu faisant en sorte qu'il n'y ait pas séparation d'une armée à part et d'une nation à part. Et on voit donc à partir de cet instant-là les réalisations d'une armée camerounaise main dans la main avec la nation. On verra donc dans les zones comme à l'extrême nord, une armée qui prend le couvert d'une société civile qui enseigne, qui construit des ponts, qui ramène les populations autour pour leur faire comprendre que nous sommes un et indivisible. Et c'est à partir de là même, sur ce construit d'armée-nation, que nous avons pu neutraliser la secte Boko Haram du côté de l'extrême nord. Parce qu'effectivement, il y a une contribution des populations de l'extrême nord, facilitant ainsi à notre armée à pouvoir conquérir son territoire. Donc, la thématique qui est posée est très très fort évocateur. Et à un moment donné, quand à la première analyse, on voudrait avoir l'impression qu'il y a séparation entre les deux, que non. Il est question de convoquer ici le trait d'union qu'il y a entre les deux, l'armée et la nation. Essayons de prendre, si vous prenez un peu ce temps, à prendre quelques solutions, à des perspectives pour essayer donc de pérenniser cette unité. Justement, je vais vous passer la parole. Quelle politique publique est-ce que on pourrait mieux renforcer donc ce sentiment d'appartenance nationale? Bidima. Non, mais je voulais d'abord venir au niveau de l'armée. Si, d'accord, vous allez enchaîner tout simplement. Le président de la République a réussi quelque chose, c'est notre armée. Parce qu'aujourd'hui, l'unité qui existe au niveau de l'armée pour la défense de l'unité nationale est incroyable.
au nord-ouest, au sud-ouest, comme à l'extrême nord, etc., notre armée s'est montrée non seulement professionnelle, mais également d'éthique. Dévouée. Dévouée. Exactement. Et a refusé les sons de cloche qui sont venus d'ailleurs pour qu'elle soit divisée. Aujourd'hui, je suis d'avis avec le petit frère qui a remarqué la participation de cette armée au niveau de la construction même de notre État, de notre pays, au niveau même du développement d'éthique. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, on a le sentiment que les Camerounais ne suivent pas. Parce que s'il y avait eu la même participation, le même apport des habitants du nord-ouest et du sud-ouest, la collaboration vis-à-vis de notre armée, comme cela s'est passé à l'extrême nord, je crois qu'on aurait très rapidement régulé le problème qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. C'est pour cela que c'est convoqué aussi que les civils devraient peut-être prendre l'exemple de cette armée qui est non seulement d'éthique, mais également solidaire, mais qui participe et qui accepte de participer à la construction de notre pays. Maintenant, au niveau des politiques, il faut aller dans le sens qu'aujourd'hui, le président de la République a tout fait. Ce que moi, parfois, je regrette, c'est que la mise en place, malgré les moyens qui y sont, des différents politiques, relève parfois de l'incompétence des uns et des autres et de quelques groupuscules qui sont terrés dans l'administration publique camerounaise. Je vais vous donner un petit exemple. Comment pouvez-vous croire que on vote un budget d'investissement pour la construction d'un pont? Si vous pouvez vous chuter, hein. Oui, on vote un budget. Mais l'administration, quand ils ont voté le budget, avant de voter le budget, la ligne est totalement approvisionnée. Mais lorsque le marché est voté, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la ligne n'est pas approvisionnée. Or, la population sait déjà que on va venir construire un pont. Vous voyez la déconstruction d'un certain nombre d'individus, au niveau même des politiques qui peuvent être mises en place, les politiques économiques, les politiques sociales. Donc, on appelle ici à la participation de tout le monde, à quelques différents niveaux que ce soit. Et si les Camerounais aimaient tellement leur pays, si quelqu'un se sentait en se disant que je devrais d'abord dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour le peuple camerounais, que de demander ce que le Cameroun a fait pour moi, et de travailler avec efficacité, avec efficience, de travailler pour le bien-être de ce pays. Je crois qu'Andrea, les différentes politiques que nous mettons en place devraient suivre au niveau de leur efficacité. Mais malheureusement, la corruption aujourd'hui d'un certain nombre de personnes, le fait de s'approprier comme ils disent, le fait aujourd'hui de croire qu'on doit vivre seul, immédiatement détruit, quelles que soient les visions du président de la République. D'accord, M. Fongan, vous avez certainement également des propositions, hein, voilà, des actions peut-être à mener pour pérenniser l'unité nationale au Cameroun. Oui, non, mais avant, il est important de rappeler toute l'importance de la thématique armée-nation. Pour dire que, deux phrases, pour dire que l'armée est consubstantielle à la nation. Vous aimez bien les phrases, hein? Oui, oui, l'armée est consubstantielle à la nation. Elle est étroitement liée, voyez-vous. Si vous regardez par exemple, le génie militaire, tous en termes de réalisation, nos meilleurs routes aujourd'hui c'est l'œuvre du génie militaire, c'est-à-dire qu'ils font partie intégrante et ça se voit à travers les actes qu'ils posent au quotidien. D'ailleurs, on a l'occasion peut-être de dire toute mon admiration que j'ai pour le MINDEF. D'ailleurs, je me suis laissé dire qu'il regarde beaucoup cette émission sur Info TV, je crois qu'il nous regarde en ce moment. Voilà, et je sais que c'est l'occasion peut-être de lui rappeler tous nos encouragements pour. Il a réussi il a humanisé. C'est vrai. La fonction et même l'exercice des militaires. Il a une âme, vraiment une âme à cette façon de faire. Et puis on voit aujourd'hui l'armée autrement, on voit l'armée comme étant les gens qui participent au quotidien. Je crois que Biti a montré quelque chose de formidable. Il faut le féliciter, le ministre. Il a humanisé les choses dans ce sens. Donc, pour revenir aux propositions très simples, on va dire les choses très simplement pour que les gens qui nous regardent au marché Mokolo comprennent exactement de quoi on parle, sans filtre et sans gants. Pour que notre unité nationale puisse être construite, parce que, mon avis, ma religion est claire sur le sujet. On a battu un État et pas une nation. On a une nation qui est encore à refaire. Elle n'est jamais définitivement acquise. Elle doit être construite. Non. Ne cherchons pas des parallèles pour justifier notre refus de construire notre unité nationale. Notre propre histoire, on ne l'enseigne pas.
c'est pas la faute aux autres, c'est la faute à nous-mêmes. Qu'on ait le courage déjà de s'affronter. Alors, des solutions. Donc, les solutions pour toutes ces construire l'unité, c'est qu'il faut que les Camerounais se reconnaissent qu'ils aient un véritable sentiment d'appartenance. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu les gens sourire quand on vient il y a quelques jours à Yaoundé, de vivre la forme la plus achevée de la bêtise, avec le sommet, les états généraux des ordures. Non, mais c'était quand même pour voir c'est ce qu'il faut faire. On peut traiter définitivement le problème. Non, c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Et maintenant, quand je dis, vous allez voir le lien. Construire une nation, c'est de commencer, par exemple, à décentraliser. Oui. C'est-à-dire que chaque mairie, les 350 communes, ait les moyens de se prendre en charge. Sinon, on n'aurait jamais l'occasion de gagner l'état général des ordures. Si on avait permis à chaque mairie d'organiser la collecte comme il se doit, on n'aurait jamais eu à faire ça. Donc la nation, c'est les gestes comme cela qu'il faut commencer par poser pour que les Camerounais se sentent ensemble, qu'ils se reconnaissent ensemble. Aujourd'hui, il est difficile de se sentir ensemble quand on a faim. Les rapports de l'INS révèlent tout au moins ça il faut reconnaître. Les Camerounais mangent ensemble. Je suis surpris qu'on dise qu'ils ne mangent pas ensemble. Ils aiment bien manger ensemble. C'est les chiffres de l'INS qui disent qu'il y a 10,5 millions de Camerounais qui vivent avec à peine 500 francs par jour. À peine. Ça veut dire que les Camerounais au fil des années s'appauvrissent de plus en plus. Alors qu'il y a 5-6 ans, on était à peine 6 millions. En 2025, on est à 10 millions et demi. Ça veut dire qu'il y a une paupérisation qui s'accentue au fil des années. Et donc, il est difficile que dans un contexte comme celui-là, que les gens se sentent ensemble. Il faut commencer par régler ça avec ces petites choses. Et on a un SMIC. On a quelqu'un qui est dans ces choses-là. On a un SMIC les plus faibles d'Afrique. Ce n'est pas sérieux. D'accord, merci beaucoup, M. Assiga. Votre mot de fin. Nous qui sommes dans la presse. Vous sortez beaucoup. On a crié avec tambour et trompette que la convention collective, les accords de Florence, par exemple, soient respectés. Moi, ça me coûte cher pour produire un tabloïd pareil toutes les semaines. Le Cameroun a signé les accords de Florence qui ne veulent pas appliquer. Et ça fait que la matière première revient. Nous, on ne se sent pas impliqués, on se sent exclus de la marche de la cité. Alors qu'il y a des actes simples que l'État peut poser pour que les Camerounais aient le sentiment d'être ensemble et de vivre ensemble, qu'il y ait un réel sentiment d'appartenance. C'est bien noté, merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut dire une chose, le 20 mai a été sagement et très bien pensé au Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez, après le défilé, après la parade, le président de la République convie tous les Camerounais au palais pour effectivement aller partager preuve d'union entre les Camerounais. Mais alors, il ne faudrait pas que une fête de l'unité devienne... au lieu que ça soit une fête inclusive, que ça soit une fête plutôt exclusive. Vous vous rendez compte que ce ne sont pas tous les partis politiques qui sont appelés à aller défiler ce jour. Il y a division entre les Camerounais. Pourquoi choisir seulement les seuls partis qui ont les représentants dans les instances? Il y a même plus. Nous avons 360 partis. On parle d'unité nationale. Bien sûr, que tout le monde prépare. Après, ne prennent pas. C'est une unité nationale. Ce n'est pas une unité des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Si vous voulez glorifier ces partis qui ont les élus à l'Assemblée nationale, créer un jour uniquement pour ces partis. Il ne faudrait pas que les pommes aient l'impression d'une sorte d'exclusion. 360 partis, il y a des règles partout. D'accord. Alors, pour terminer, on va parler arrive à ce niveau et que l'État, comme instrument politique et juridique, revoit très bien les mécanismes permettant ainsi de régler les problèmes de la nation. Et c'est d'ailleurs le président de la République a eu à penser à la décentralisation, que ses collaborateurs ne fassent plus frein pour que cette décentralisation-là n'arrive pas. Il faudrait qu'on aille vers la décentralisation. Nous trouverons certainement des solutions aux problèmes qui minent l'unité nationale aujourd'hui. Allons vers la décentralisation. Magnifique, merci. Vous avez dit de très belles choses. Prenons quelques réactions rapidement pour faire plaisir également aux téléspectateurs. Alors bonsoir au panel, le grand soir, comment pérenniser l'unité nationale? La réponse est simple et connue de tous les Camerounais, c'est de manger ensemble. Arrêtez de vous moquer des Camerounais avec vos questions bizarres, continuez à vider les caisses de l'État pour appauvrir le peuple camerounais. Paul Samuel Ndjem depuis Edea. Bonjour, je suis Bamileke, mon meilleur ami est Nanga, ma petite amie est tout pourri. Ça, c'est pas le vivre ensemble, ça. Alors, c'est vraiment un problème de manger ensemble. Il y a ceux qui ont presque tout, dénoncent tout, les autres. Mais une fois que tu dénonces, tu es
point de suspension. C'est Nasser. Un autre message, bonsoir à tout le panel. Quelle unité nationale quand, voilà, non, c'est quand même un peu trop violent, hein. On va aller doucement. En tout cas, c'est pas à moi de dire ça. Alors, bonsoir une fois de plus, mes condoléances à la famille de Nyamoro Koundé. Un sage ne meurt jamais. Nous, Bitamois, on pleure notre coach. Voilà, il nous a donné 3 tirs à notre ville, Bitam. Bonsoir, belle émission. Que dire? Nous ne sommes pas fidèles à nos célébrités lorsqu'ils sont en activité. D'accord, on est passé sur cette partie. Bonsoir, chère dame. L'unité nationale est tout simplement l'unité de la nation, car voici que la nation est la forme supérieure de l'État, qui implique l'appartenance car ayant vécu sur un même territoire, connaissant une même histoire dans une perspective de consensus. L'unité nationale est l'expression forte du sentiment d'appartenance à la nation, vivre ensemble harmonieux et à la préservation et la consolidation des acquis. L'unité nationale est l'expression dans les faits du sentiment national, de la fierté nationale. L'unité nationale désigne également la logique sociale. Bonne émission. Clément Chris Ndji Martolez, président national des appelés du service civique camerounais. Alors, un message depuis Garoua. Bonsoir, madame. Comment comprendre que le président de la République, l'homme de la paix, qui a tout donné dans ce pays, la démocratie, l'intégrité, l'amour, et certaines de ses collaborateurs arrivent à ne pas respecter certaines décisions de justice dans notre pays? Voilà. Où est l'unité nationale? Bon. D'accord. Peut-être un dernier message. Bonjour. Je suis atteint par votre beauté. Incroyable. Alors, bonsoir. Le Cameroun n'est pas encore une nation achevée car la notion du tribalisme a une grande pesanteur dans les cœurs et les actes. Tant qu'il est vrai que vivre ensemble est une vue de l'esprit, en plus de fédéralisme effacé de façon injuste par un référendum tronqué et la constitution d'une nation unitaire factice ayant un ancrage dans la constitution de 1972 s'est révélée après plusieurs années un levier du mouvement concessionniste depuis près de 11 ans. On ne peut donc pas parler d'unité nationale dans un contexte de revendications séparatistes. En outre, les replis identitaires et l'expansion du tribalisme corrodent avec netteté le sentiment d'appartenance à une nation qui n'en est pas une en réalité. Bon, ok. Voilà, merci beaucoup. On a beaucoup de messages, je pourrais malheureusement pas tous vous lire. Le temps nous tient à la gorge. Il est voilà 18h57, mesdames, messieurs. C'est donc la fin de cette belle émission. On a eu 2 thématiques. Une fois de plus, paix justement à l'âme, hein, voilà, de ce grand joueur qui nous a quitté, Koundé Emmanuel. On a toutes nos pensées justement qui convergent vers sa famille et vers ses proches également. Parlant d'unité nationale, on peut que souhaiter à tous les Camerounais une très belle fête de l'unité nationale. Ce qu'on peut dire, c'est que justement l'unité nationale se constitue donc au quotidien. Moi, c'est ce que j'aimerais conclure. On pourrait donc continuer à constituer cela au quotidien à travers des bons gestes des citoyens, des belles décisions politiques. On peut pas de, par exemple, un geste aujourd'hui, Andrea. Moi, je vous 15 000 francs à vous pour magnifier l'unité nationale avec les collaborateurs. Oh, magnifique. Voilà donc une preuve d'unité nationale. Bravo. Voilà une preuve d'unité nationale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Lucien Bizima, d'être passé. Merci à M. Asiga. Merci également à M. Fonda. Hervé. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. On se retrouve au palais le 20 mai. S'il plaît à Dieu. On vous aime beaucoup. Merci à Jean-Martin derrière les caméras. Merci à Nissé Nomo qui nous a accompagnés. Très bon début de week-end à tous et à toutes. À nous revoir vendredi prochain pour une autre édition du Grand Soir. Portez-vous très bien. Ciao.